Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Anthony Bourg. Bonjour Anthony, bienvenue sur Veto Micro. Bonjour Marine. Anthony, tu es sorti de Lyon en 2016. Tu es vétérinaire canin dans le sud-est de la France. Tu es aussi coach professionnel certifié et créateur du podcast Indiana Vet. Alors, tu as eu un parcours professionnel semé d'embûches qui t'a mis dans la difficulté dès ton entrée dans la vie active et qui t'a amené à réfléchir à des sujets qui touchent au bien-être professionnel et au management. Ça a commencé par une mauvaise expérience de stage en parc zoologique puisqu'initialement, tu te destinais à ce type de pratique. Puis, tu as une première expérience en canine où tu étais très seule et enfin un remplat en Corse qui te conduit au burn-out. Donc, un parcours de vétérinaire débutant assez chaotique, mais qui te fera rebondir puisque tu exploreras diverses pistes de reconversion qui t'amèneront à découvrir, entre autres, le coaching professionnel. Et aujourd'hui, c'est intéressant, tu es revenu en pratique, même si ce n'est pas ta seule activité. Donc, tu vas pouvoir nous raconter ton cheminement. Première question que je pose tout le temps dans ce podcast, pourquoi tu as choisi la voie de vétérinaire initialement ? Je pense qu'initialement, uniquement les animaux, pour commencer. Une grande sensibilité pour les animaux transmise par mes parents. On avait des huskies, des chevaux. Voilà, mon père était musher, donc il y avait aussi ce rapport aux chiens, aux huskies, hein, voilà, aux meutes. Donc voilà, amour des animaux plus qu'autre chose, plus que la médecine. Donc ça peut expliquer aussi certaines choses qui sont arrivées plus tard. Mais c'est surtout l'intérêt pour l'animal, pour la conservation aussi. Dès le plus jeune âge, le naturalisme, voilà, tout ce qui est attrait aux animaux, purement. Ok, en préparant cette interview, tu m'as dit que tu n'avais pas très bien vécu ta classe préparatoire. Est-ce que tu peux nous raconter ? Ouais, alors on avait une certaine pression dans le sens où on était la première promo. Moi, j'ai fait la prépa BCPST à Emmanuel d'Alzon, à Nîmes. Donc c'était une prépa qui venait d'ouvrir, hein, vraiment toute première promotion. Donc on avait des profs, je me souviens au milieu de la première année, qui nous avaient fait bosser des choses qui n'étaient même pas au concours, qui se rendaient compte, voilà, en cours de route, finalement, ils nous faisaient pas travailler les bonnes choses. Donc on avait une certaine pression. C'était pas forcément très bien organisé tout de suite. Après voilà, on a eu des professeurs, je pense, excellents, surtout en SVT. Je me souviens qu'on a eu une lumière qu'on a tous beaucoup appréciée, qui nous a emmenés très loin, qui nous a donné confiance. Mais voilà, ça a été difficile dans le sens où on n'avait pas de référence, on n'avait pas de promotion au-dessus de nous pour nous montrer la voie. Donc on arrivait au concours un peu la fleur au fusil, en se disant mais qu'est-ce qui va nous arriver, quoi. Donc on a tous, je crois, de souvenir, on a tous échoué la première fois. Par contre, on a été 5 ou 6 en 5,5 à intégrer une école vétérinaire, ce qui avait été pour nous exceptionnel, quoi. D'accord. C'était pas gagné d'entrée. Donc tu intègres l'école de Lyon. Comment elle se passe cette entrée à l'école ? J'ai envie de dire qu'elle se passe très bien. C'est la Libération, c'est un campus très vert, très ouvert à Lyon. C'est ce qui m'avait attiré aussi. Mes amis y sont allés aussi. Hein, c'est peut-être aussi une question géographique, j'ai envie de dire, vu que je suis originaire du sud de la France. Mais sinon, voilà, l'intégration s'est très bien passée. On a très bien vécu, je pense. En tout cas, je dis mes amis et moi-même, on avait très bien vécu cette semaine d'intégration à Lyon. Et les études après, au milieu des difficultés, des partiels, etc. Il y avait beaucoup quand même d'entraide, beaucoup de communication entre nous et on a très bien vécu notre vie étudiante, on va dire. Et ça aide beaucoup, je pense, au milieu de toutes ces difficultés liées aux études purement. Ok.
Et toi, tu te destinais donc plutôt à la pratique en zoo. C'était vraiment ton objectif en entrant à l'école? Ouais, en entrant à l'école, je pense que oui. Je pense que c'était vraiment un objectif, mais que je n'osais pas m'avouer. Ça peut paraître D'accord. bizarre, mais c'était assez pointé du doigt à l'époque. Voilà, on nous disait vraiment c'est le syndrome voilà un peu d'Actari, un peu bon, mais c'est pas du Oui, tout de ma tout à fait, ouais. génération, mais tu vois. Il l'a beaucoup, oui, non, mais ça s'appelait syndrome d'Actari, même si je pense qu'on n'a pas beaucoup regardé d'Actari, ouais. Non, c'est clair. Moi, en tout cas, je crois que je ne l'ai jamais regardé. J'ai toujours connu ça, mais bon, c'est pas de ma génération. Et du coup, il y avait une espèce de honte quand même à l'époque, un truc un peu inavoué, voilà, j'assume pas. J'ai très envie de faire ça, mais en même temps, j'assume pas. Et les années ne m'ont pas aidé, on va dire, à vraiment l'accepter, on va dire. Même si j'ai côtoyé le milieu par le biais d'associations étudiantes, hein, comme Yapumba Junior. J'étais dans le bureau à l'époque. On avait réussi à faire pas mal de choses. Ça, c'était super sympa. On a fait différents congrès étudiants à Alfort, à Liège. Euh, et on s'est pas mal investi là-dedans. Après, voilà, stage en zoo, bon, on va sûrement y arriver, mais un stage en zoo qui s'est pas très très bien passé, que j'avais laissé un Ça, peu pour c'était la fin de quand? cursus. C'était en 2016. C'était vraiment la dernière année. D'accord. C'était fin de 5e année. Donc maintenant les étudiants, on n'appelle plus ça comme ça. Je crois que maintenant ça s'appelle A6, mais à l'époque c'était la dernière année, quoi. C'était la 5e année. Oui, oui, oui. Voilà, j'avais laissé un stage à Frégis en NAC avec Minuine qui s'était divinement bien passé. Et voilà, un mois après, j'atterris dans ce parc zoologique avec beaucoup d'espoir et ça ne se passe pas du tout comme je l'avais imaginé. Bon, c'est le moins qu'on Qu'est-ce qui puisse. se passe, du coup? Bah, concrètement, j'arrive dans ce stage et donc je rencontre ma maître de stage qui me louait d'ailleurs un appartement à côté. Voilà pour m'arranger. Alors on était plusieurs, hein, des soigneurs animaliers et des étudiants vétos à loger à loger chez elle. Elle ne logeait pas sur place, mais elle nous logeait avec un loyer, quoi. Donc voilà, sur le coup, bon, j'étais super content et on a un petit entretien à l'arrivée. Un entretien qui est un peu inhabituel parce que elle me demande de signer un papier me demandant, si tu veux, certaines obligations. Et c'est vrai que bon, moi, ça me semblait un peu bizarre parce que des stages, évidemment, on en fait beaucoup quand on est étudiant veto. Et Sous forme de quoi? Une espèce de charte du stagiaire ou bien vraiment quelque chose avec plus d'injonctions? ouais, c'est ça. Enfin, c'était comme une charte, mais bon, c'était pas une convention de stage, tu vois. Elle avait déjà été signée. Et bah c'est un peu, je pense, sur le coup, je me suis dit bon, c'est ce qu'elle fait signer à tous les stagiaires. Voilà, c'est un peu un donnant-donnant. Et ça nous disait, par exemple, de faire le ménage dans la clinique. Bon, c'était une Ah oui, d'accord. contrepartie. Sur le coup, je me suis dit bon, bah je suis là pendant un mois quand même. Elle va s'occuper de moi. Bon, je peux bien faire ça quand même. Ça, sur le coup, Ouais. c'est ce qu'on se dit, même s'il y a une petite intuition qui te dit c'est un peu bizarre. On signe en plus et on se dit bon, on verra bien. Donc voilà comment ça a commencé, on va dire. D'accord. Et par la suite, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu, voilà, il y a eu cette charte bizarre, mais est-ce que par ailleurs, c'était un stage qui était intéressant et qui t'a enrichi ou pas du tout? Bah, comment dire, c'était enrichissant, on va dire. Bon, c'était un stage d'un mois, c'était enrichissant pendant une semaine passée. Donc bon, les étudiants demandent de faire des autopsies, c'est toujours extrêmement intéressant. Des copros, pareil, ils étaient 3 vétérinaires et le véto senior, on va dire, pour les copros par exemple, était hyper dispo, il venait m'expliquer. Donc franchement, j'avais appris beaucoup de choses. J'étais super content. Enfin, je me disais, ah, je suis dedans, c'est vraiment sympa. Et en même temps, petit à petit, je voyais que toutes les autres tâches, c'est-à-dire les visites des animaux, les chirurgies, les urgences, ben, j'étais demandeur quand même d'être présent pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et en fait, j'étais cantonné, ce qui restait intéressant, en autopsie, par exemple, dans un autre endroit. Et plusieurs fois, j'ai verbalisé quand même cette envie, voilà, qu'on me prévienne quand il y a une urgence pour que j'assiste quand même et que je vois comment on s'y prend, parce que c'est quand même très différent chez les animaux sauvages en milieu comme ça, captif, par rapport à des animaux domestiques quand on trouve en clinique. Donc j'étais très curieux de voir comment ça se passait. Et une fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois, bon, on ne me prévenait pas, et je l'ai verbalisé. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai verbalisé, je pense, plusieurs choses à ma maître de stage qui n'ont pas bien forcément été reçues. Est-ce que mon message était clair et bien construit à l'époque? Je n'en sais rien. Sûrement que non, parce que la communication, on est quand même responsable aussi de ce qu'on dit. Donc peut-être que je n'avais pas les compétences non plus. En tout cas, mes besoins ont été nommés
et ça a été très très mal pris. Et là, ça a donné lieu, on va dire, à un pugilat, on va dire, avec les 2 autres vétérinaires le lendemain. Donc c'est là que les choses se sont dégradées. Oui, donc finalement un stage qui se passe pas comme tu aurais espéré. Et qu'est-ce que ça te fait dire sur la suite éventuelle de ta carrière en zoo? Est-ce que tu te dis faut aller voir ailleurs parce que c'est pas pareil partout, ou est-ce que finalement, comme tu étais un peu dans une interrogation, tu te dis que tu vas peut-être faire autre chose? Sur le coup, je t'avoue que j'étais vraiment bouleversé parce que, comme je te dis, ça a été un peu pugilat. J'étais devant eux le lendemain, convoqué. Bon, évidemment, ils ont fait bloc parce que moi, j'étais de passage et c'est évidemment cohérent qu'entre collègues, on se soutient pour... voilà, une fois que le stagiaire part, de toute façon, il part et puis voilà. Inutile de se prendre la tête non plus outre mesure. Et en fait, il me restait quand même 2 semaines et demie de stage et il a été quand même question que je continue ou pas. Et j'ai décidé de rester parce que je profitais de l'opportunité, j'étais quand même sur place, c'était quand même assez loin de chez moi. Je me suis dit, bon, ça va le faire, ça ne fonctionne pas, ça ne passe pas avec la personne, avec ma maître de stage. Après, avec les 2 autres, ça passait très bien. Donc je me suis dit, bon, ça va le faire. Sauf que l'ambiance s'est vraiment détériorée sur la suite. Parce que pareil, l'histoire du ménage s'est ressortie aussi à ce moment-là. J'ai verbalisé à ce moment-là mon incompréhension de leur dire, bon, je fais le ménage, mais en fait, quand il y a des urgences, parce que ça s'est produit aussi, j'étais en train de faire le ménage et dans une autre pièce, on ne m'appelait pas forcément. Donc, c'est des choses comme ça qui ont fait que je les ai verbalisées. Comment c'était en 2016, donc je t'avoue que moi, je fais aussi l'hypothèse que ma communication, elle n'était pas non plus nickel, mais en tout cas, je l'ai verbalisé comme je pouvais avec mes ressources de l'époque. Et de toute façon, voilà, avec la personne, ça s'était envenimé et je pense que à l'époque, c'était pas récupérable. Par contre, je fais un lien avec ta question, c'est que quand j'ai quitté ce stage, il se trouve que c'est une amie à moi, donc une de mes poulottes d'ailleurs, qui a pris le relais, et elle m'a relayé des propos qui ont eu un impact vraiment très important sur la suite, c'est-à-dire que la vétérinaire dont il est question là m'a menacé de blacklisting devant elle. C'est-à-dire de t'empêcher d'entrer dans un zoo, dans le milieu du zoo, quoi. Ouais, tout à fait, c'est ça. Elle a vraiment prononcé le mot blacklisting. J'avais jamais eu affaire à cette situation-là auparavant. Et cette personne, donc mon ami là qui était stagiaire à ce moment-là, me connaissait vraiment très bien. On était très proches. Donc elle m'a tout de suite alerté là-dessus et elle a entendu des choses qui étaient complètement incohérentes sur moi, sur ma façon d'être et même sur ce que je faisais. C'est-à-dire que on m'a reproché apparemment de ne pas avoir fait certaines autopsies, je me souviens, sur des reptiles, alors que les reptiles, c'est un truc pour le coup qui me fascine, mais j'aurais sauté dessus, j'aurais sauté sur l'occasion. Donc, il y a eu des choses vraiment incohérentes et voilà, ce mot blacklisting qui est arrivé. C'est marrant parce que ça, c'est une peur. Moi, j'étais plutôt en équine et c'était une peur panique des vétérinaires, des futurs vétérinaires équins. C'est de vraiment, on disait rien parce qu'on avait peur d'être blacklist. C'était vraiment quelque chose qui circulait. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais bon, c'est le cas dans tous les cercles assez fermés, quoi. Ah oui, t'as complètement raison. Et de toute façon, je pense que ça existera toujours, le blacklisting. Enfin, tant qu'il y aura des humains, je pense que c'est dans toutes les sphères. Je pense que ça fait pas du tout exception. Après, ce qu'il y a, c'est que le zoo. Alors, en disant ça, je pense que les personnes qui connaissent ça sauront de quel zoo il s'agit parce que ça a fait un petit scandale. C'est qu'il y a eu une affaire au prud'homme, notamment avec les soigneurs animaliers, parce qu'il y a eu du blacklisting à grande échelle sur le parc au niveau du secteur animalier. Donc, c'était une pratique courante de ce zoo, quoi. Je pense que oui. Ce qui fait que, et j'en parle pourquoi, parce que 3 ans après, ça a mis du temps, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment, je pense, traumatisé. C'est que j'ai porté plainte en 2019 parce que ce qui s'est passé sur le coup, voilà, là, je ne donne pas tous les détails et quand bien même ma mémoire des fois là-dessus flanche un peu, je pense pour me protéger aussi. Mais j'ai non seulement porté plainte, mais j'ai aussi fait des séances de MDR avec une psy parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'a profondément choqué et traumatisé sur le long terme. Hein. Oui, d'accord. Ok. Et donc finalement, cette expérience, elle a quand même un impact sur les décisions que tu vas prendre ensuite. Je crois aussi qu'en dernière année, cette fameuse dernière année, tu étais en tutorat. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, une année en alternance. Ça, tu peux expliquer un petit peu ? Ouais, c'est une année en alternance. Alors c'est marrant parce que j'étais avec des étudiants ce matin en co-développement en visio qui me parlaient de ce tutorat qui maintenant c'est on va dire démocratisé. Avant c'était assez rare comme filière. Je crois que j'étais le seul mon année. Mais en gros, on passe 6 mois en dernière année donc dans une clinique dans laquelle petit à petit on gagne en autonomie et voilà on travaille tous les jours avec les vétos. Donc c'est dans une clinique mixte.
Il me semble que c'est toujours le cas, hein. Au moins canine rurale. Moi, c'était canine rurale équine. C'était un véto vraiment très polyvalent qui faisait beaucoup de choses. Et donc on fait des rotations également sur l'école, c'est-à-dire que je crois que quand j'y étais, c'était 6 semaines en clinique, 2 semaines à l'école, etc. On choisissait un peu les services qu'on souhaitait sur l'école. Donc c'était assez riche comme année. C'était une année vraiment particulière parce que on quittait, c'était un peu une transition entre l'école et la vie active, quoi. Parce qu'on est quand même sur le terrain. Ça nous permet de voir aussi comment ça se passe. Mais voilà, globalement, l'année était vraiment très chouette. C'est juste que bon, ce dernier stage a été négatif, mais sinon l'expérience a été très chouette et même le stage donc avec Mine en service snack était juste génial. Voilà, ça c'était une super expérience. Et à l'issue de cette dernière année, quelle décision tu prends pour ta vie professionnelle future? Ça, je passe ma thèse vraiment borderline dernière date, je crois, en décembre, parce que j'ai déclenché une maladie chronique, ce qui a un impact aussi. Hein. Je crois que c'était en août-septembre. C'était c'était dans l'avion pour aller en Australie que les premiers symptômes se sont déclenchés, je me souviens. Mais bref, ça a eu un impact énorme parce qu'en fait, une semaine avant ma soutenance de thèse, j'étais à l'hôpital. Donc, je ne savais pas si j'allais pouvoir la passer. Et c'est vrai qu'à ce stade, vu que le stage en zoo s'était pas très bien passé, j'avais fait des demandes pour des internats en parc zoologique. À l'époque, ils étaient très peu, connus. C'était vraiment du bouche à oreille. Il n'y avait pas vraiment de candidature officielle sur un site officiel. C'était vraiment, c'était plus informel. Et on demandait beaucoup d'expérience en zoo. Sauf que moi, on m'avait conseillé à l'époque d'être vraiment très bon en pratique à la sortie d'école, en gros autonome, sur plusieurs espèces, d'où la tutorée. Oui, donc tu avais fait la tutorée pour pouvoir derrière faire un internat en zoo. Ouais, exactement. Je pensais que comme ça, voilà, vu les conseils que j'avais reçus, j'allais être capable d'intégrer un internat en parc zoologique. Et du coup, ce qui est ressorti et ce que je comprends aussi avec du recul, c'est que finalement, j'avais pas fait assez de zoo. Donc, oui, d'accord. Voilà, j'ai fait 2 autres stages en zoo. J'ai fait un séjour à Madagascar avec Helpsimus en tant qu'éco-volontaire. Et finalement, en 2018, au fur et à mesure, on me disait, en fait, là, t'as trop d'expérience, à quoi ça te sert un internat à ton stade, quoi. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, finalement, les portes ne sont pas vraiment ouvertes. Et à côté de ça, du coup, je bossais en clinique classique, surtout canine, pour travailler, quoi, pour des rentrées financières, tout simplement. D'accord. Donc ce premier poste finalement, de cette entrée dans la vie active, c'est un poste en canine en fait finalement. Exactement. À temps partiel. À temps partiel parce qu'il y avait cette maladie qui arrivait. Tu vois, c'est vrai que tu rebondis dessus. Et en fait, cette maladie, au bout d'1 mois et demi, m'a empêché complètement de travailler. Enfin, il a fallu vraiment trouver un traitement qui fonctionne et ça a pris du temps. D'accord. Et comment elle se passe cette première expérience, hormis la partie maladie qui t'empêche de travailler, cette première expérience, elle est où et dans quelle configuration? Alors écoute, vu la situation, j'habitais à l'époque chez ma mère et j'ai saisi l'opportunité d'un CDD dans un petit cabinet pas loin. La vétérinaire était seule avec 2 ASV et moi qui ai besoin de travailler en équipe et qui ai besoin de partage, du coup je me suis pas vraiment écouté là-dessus. J'y suis allé parce qu'il y avait l'opportunité, c'était pas loin de chez ma mère. Et du coup, j'y suis allé, sauf que je travaillais en alternance avec elle. Donc en fait, j'étais seul veto à la clinique. Donc j'étais tout seul. Et ouais. Donc ça, c'était pas vraiment évident. Je t'avoue qu'au début, quand on a besoin de se rassurer sur les cas, des cas des fois un peu bêtes comme ça avec du recul, mais voilà, un chien arthrosé tout court qui arrive, tout de suite on fait les radios, on voit pas forcément les choses, et on aime bien que voilà le senior vienne nous conforter dans ce qu'on voit, etc. Et ça, j'y ai pas eu accès et ça a été assez dur quand même ça. C'est vrai que c'était une source de stress. Ouais. Ne pas avoir quelqu'un qui m'épaulait comme c'était le cas en tutorée finalement, parce que même si on prenait des libertés dans notre pratique et on développait notre autonomie, il y avait toujours quand même un vétérinaire pas loin qu'on pouvait prévenir. Là, c'était pas le cas et la transition, elle a été difficile. C'est vrai. D'accord. Ensuite, c'est juste après que tu pars en Corse. Tu restes combien de temps dans ce premier emploi? Quelques mois, très peu finalement, parce que justement la maladie est revenue et le temps qu'on trouve un traitement, que j'ai toujours d'ailleurs à l'heure actuelle, je l'appelle toujours la petite sœur de la maladie de Crohn. Cette maladie, c'est une maladie stabilisée par injection. Et en fait, il a fallu quand même trouver ce traitement au bout d'un moment. Ça a pris quelques temps et je pouvais même plus travailler. C'était plus possible entre la douleur et les symptômes, c'était plus possible. Donc oui.
4 mois, je dirais. Ça a duré 4 mois cette D'accord. première expérience. Ok, donc ensuite tu peux de nouveau travailler et là tu pars en Corse, c'est ça? Moi, j'ai eu d'autres expériences entre-temps, dont les stages en zoo, dont à Madagascar. J'ai travaillé voilà dans une autre structure. J'ai travaillé encore 2 ans, mais assez peu finalement entre la maladie et les expériences en zoo et Madagascar et autres. Je travaillais à Manosque, je suis resté dans le sud en fait. Et j'ai décidé de tenter une expérience un peu atypique parce que je ne connaissais pas du tout la Corse. Pour moi, c'était un CDD au soleil, une clinique à 2 minutes de la plage. Donc c'était une opportunité en or que j'ai saisie. Et bah ça a été l'expérience, on va dire, de trop quoi finalement. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ça a été l'expérience de trop? Disons que donc c'est une structure avec 2 vétérinaires, donc 2 patrons, je crois qu'il était salarié depuis 5 ans. Et on était 2 saisonniers, on va dire. Donc CDD de avril à septembre-octobre. C'était en 2019 ça. Et il se trouve que on travaillait beaucoup. On travaillait, c'était le temps plein, mais on travaillait plus que 35 heures et on faisait des gardes un week-end sur 2 et une nuit sur 2. Enfin, du coup, c'était quand même assez chargé. En tout cas, pour moi, ça l'était trop. Enfin, clairement, c'est là que j'ai réalisé aussi. Il m'a fallu quand même arriver à ce point-là pour réaliser. Mais non seulement il y avait le rythme, mais il y avait aussi le comportement des patrons et mon comportement aussi, hein, avec du recul, et ça c'est important de le signaler, parce que moi j'attendais que mes patrons me valorisent, que mes patrons soient présents, que mes patrons soient pédagogues, que voilà, j'attendais des choses, mais en fait sans vraiment les verbaliser. Et du coup, en retour, on avait des patrons, franchement, qu'on ressentait en parlant entre nous, pas très humains. C'est-à-dire que, on avait d'ailleurs ils nous disaient des fois, non mais en fait vous êtes là pour bosser, pas pour discuter. Voilà, quand on échangeait sur les cas. Donc c'est vrai que leur comportement était parce que c'est toujours une affaire de comportement. Moi, je dénonce pas les personnes en tant que telles, c'est vraiment leur comportement, parce que c'est des choses qu'on peut changer. N'était pas vraiment, comment dire, ils ne favorisaient pas, on va dire, un épanouissement professionnel. Voilà. Et t'en arrives jusqu'au burn-out, on est d'accord sur cette expérience-là? Ouais, c'était un CDD de 5-6 mois, avec des comportements, voilà, qu'on trouvait assez désagréables pour notre part. Petit à petit, pareil, l'ambiance s'est un peu dégradée et on lui a aussi demandé à ce patron une augmentation aussi de salaire parce que finalement on était payé à la convention collective et vu les efforts qu'on faisait, ce qu'on trouvait sur notre bulletin de paye, finalement on était un peu atterré quoi, parce qu'on était au bout de notre vie en termes d'énergie. Franchement, on n'en pouvait plus. Et même sur le plan financier, on se disait mais quand même là, vous y trouviez pas votre compte? on y trouvait absolument pas notre compte finalement. Mais c'est finalement parce que c'est vrai que on avait très envie, je pense tous les deux d'y aller. Voilà, le plan un peu idyllique, la Corse, à côté de la plage, on dit oui un peu à tout, et finalement on se rend compte que ça ne suffit pas. La plage ne suffisait pas, clairement. Oui. Le cadre de vie, en fait, Ouais. ne suffisait pas, ouais. C'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai que parfois on se dit, en fait, ça tient un temps, mais en fait, ça tient pas sur la durée, ce genre de choses. Ouais, exactement. Et du coup, pour voir comment on est arrivé, enfin comment moi je suis arrivé au burn-out, parce que ma collègue qui était là aussi en CDD l'a beaucoup mieux vécu. Comme quoi, c'est vraiment une histoire d'individu. Hein. On peut mettre les mêmes conditions d'un individu à l'autre, on n'aura pas les mêmes réactions. Ça peut entraîner aussi des jugements quand il y a pas de bienveillance, de se dire que voilà, certains sont moins résistants que d'autres. Certains vont réussir à travailler 40 heures, d'autres ça va être trop pour eux. Enfin, c'est vrai que du coup, il y a quelque chose de très individuel là-dessus, et c'est quelque chose que j'ai appris aussi vraiment sur le tas. Donc petit à petit, je me souviens que je n'avais plus d'appétit. Enfin, clairement, hein, c'est arrivé d'un coup. Alors bon, je vais pas rentrer dans le détail non plus, mais il y a aussi quelque chose sur le plan perso qui s'est passé à ce moment-là, qui était là en plus, parce que bon, c'est jamais si simple. Il y a jamais une seule raison qui fait que. C'est souvent un tout. Et c'est vrai que une rencontre, voilà, sur le plan personnel, qui a été très toxique pour moi en même temps. Donc c'est vrai que j'étais pas aidé là-dedans. En plus, en Corse, donc sur une île, coupé de tout. Enfin, c'est vrai. Enfin, coupé de tout. J'étais loin de ma famille, de mes amis. Du coup, il y a une conjonction Bien sûr. d'événements. C'est souvent comme ça, hein, oui. Complètement. C'est ça. Donc l'appétit, un peu de harcèlement effectivement qui venait du perso, et effectivement le sentiment de pas être valorisé, qu'on nous dise tout le temps ce qui ne va pas. On me disait toujours ça n'a pas été bien fait, ça qu'est-ce que t'as fait, la cliente ce coup-là est revenue insatisfaite. Alors c'est ponctuel, hein, on en est d'accord, hein. Donc le patron n'a pas l'impression d'être insistant et d'avoir un impact négatif, mais vu que rien de positif n'est dit sur ce qui est fait, voilà, tout simplement, tiens, t'as géré l'ovario en 10-12 minutes, waouh, enfin, c'était un peu ce qu'on se disait entre nous, mais par contre les patrons on l'entendait pas. Il y a que le négatif qui ressortait.
Et ça, à la longue, ça, plus effectivement les soucis de rémunération, plus des problèmes des fois avec les clients où on n'a pas été soutenu. Ça, j'en parle dans mon podcast à un moment sur l'épisode qui m'est consacré, mais il y a une situation complètement lunaire où je ne suis pas soutenu devant le client. Donc, ça veut dire que mon patron défend la position du client. Alors que clairement, il y avait beaucoup de choses à redire, surtout que le client n'avait pas été présent le jour de la consultation dont il a été question. C'était sa femme. Enfin bref, il y a en fait une superposition d'événements complètement lunaires qui mène à une espèce d'effondrement, parce que c'est comme ça qu'on le vit. On a l'impression que tout s'écroule. Enfin, comme je te disais, je mangeais plus. Donc, j'ai perdu 15 kilos durant l'été 2019. Ça se voit d'ailleurs quand on regarde les photos d'il y a 5 ans, c'est un peu choquant. Mais surtout que j'ai des amis qui sont venus en septembre pour tous les ans on se voit une fois. Ils sont venus en Corse et quand ils m'ont vu sortir de la voiture, je me souviendrai toujours de leur tête, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah ouais, c'est le burn-out. J'avais plus envie de rien faire. J'avais envie de tout arrêter. Enfin, veto pour moi, c'était, je comprenais même pas ce que je faisais là-bas, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ce travail alors que j'en avais toujours rêvé depuis l'âge de 5-6 ans. Tu perds le goût des choses, en fait. Ah, complètement. Même de la nourriture, pour te dire, parce que. Ce qui est en train de se passer? Non, franchement, sur le coup, non. Non, sur le coup, comme tu dis, on perd le goût des choses et vraiment au sens propre, parce que comme je te dis que je mangeais plus, moi je suis vraiment un bon vivant, j'aime vraiment beaucoup les bonnes choses, j'aime bien manger, j'aime bien boire, etc. Et franchement, sur le coup, ça peut paraître pour des proches qui m'auraient vu, ça aurait été choquant, mais pour moi on ne fait même plus de lien, tu vois. J'ai pas fait de lien. Pour moi, je craquais pour d'autres raisons même, tu vois. Je trouvais des excuses sur autre chose, mais on n'est plus connecté finalement à ce qui se passe. C'est la sensation que j'ai, et c'est la sensation quand on écoute d'autres personnes qui ont fait des burn-out, c'est cette sensation-là, quoi. C'est être coupé du corps, quoi. C'est hors de toi-même, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et pour autant, tu continues à aller au travail tous les jours. Ouais, c'est ça. Complètement comme un robot après, hein. C'est vraiment automatique. Et ça se termine comment cette histoire en Corse? Ça se termine quasiment sur cette consultation vraiment où le patron a pris la défense du propriétaire. Ça s'est envenimé en plus parce qu'après on en a parlé dans les coulisses, enfin dans son bureau, et on a failli en venir aux mains parce qu'il était c'était tellement agressif et dédaigneux que voilà, et avec toute la souffrance autour, la souffrance qu'on vit, la souffrance psychologique, enfin on n'est plus à même de rien recevoir, quoi. Enfin, au début oui, si tu on reçoit des choses et voilà, on s'en prend plein la gueule, et en fait, vu qu'on est un peu déconnecté, il se passe rien. Mais j'ai eu quelques sursauts, dont cette fois-là, dans son bureau, où je me suis dit, mais en fait, on va en venir aux mains. On n'en est pas venu aux mains, mais ça a été très très chaud, parce que c'est là que c'est ressorti. Et bon, le CDD c'est fini. En fait, je suis pas parti avant. Pareil, hein. Encore une fois, rester jusqu'au bout. Voilà, on pense qu'il faut rester jusqu'au bout. Ça, c'est le piège des il faut. J'ai un CDD, il faut que j'honore ce CDD. Non, mais en fait, si ça se passe très très mal, non, tu n'honores pas ton CDD. En fait, ça rend service à personne, même pas au patron. Enfin, le patron, tu lui rends pas service en étant mal et en ayant un comportement comme ça aussi après. Alors je dis pas, je dis pas qu'il a pas mal fait, il a même très mal fait. Enfin, à l'heure actuelle, quand je revois les choses, c'était catastrophique en termes de management. Mais en fait, tu vois, l'histoire de se forcer de pas s'écouter, parce qu'en fait, je m'écoutais pas. Et c'est un peu le truc, l'écoute de soi, pour moi, c'est un truc un peu fondamental. Parce que tu vois, dans l'exemple du zoo, la maître de stage, on m'avait prévenu déjà avant le stage que cette personne était toxique. On m'avait dit, attention Anthony, attention, cette personne, j'ai déjà été en stage là-bas, c'est très compliqué. C'est très compliqué, et moi, j'en suis ressorti abîmé. Et moi, j'ai pas écouté. Je me suis dit, bon, ça va, ça s'est mal passé avec elle, enfin avec toi. Voilà, je parlais avec la personne. Ça s'est mal passé avec toi. Bon, écoute, j'espère qu'avec moi, ça va mieux se passer. Et en fait, on n'écoute pas forcément. On fonce quand même. Tu vois, il y a des fois un manque de réalisme, parce que c'était pas la seule personne qui me l'avait dit à l'époque. Je reparle du stage en zoo là. J'avais eu plusieurs échos, et quand même, j'ai insisté. J'y suis allé. Pareil en Corse, plein de red flags au début, des trucs qui sont venus petit à petit, mais on continue. Ton corps t'envoie des réflexes parce que t'es à bout de nerfs, parce que tu travailles trop par rapport à tes capacités. Ben non, tu continues. En fait, il y a ce truc, ce flow un peu ininterrompu de il faut cette injonction-là. Il faut continuer. Il faut y aller. Tu as un CDD, il te paye, tu dois y aller. Il faut. Voilà. Tu vois, les trucs qui te mettent un cadre. Et quand tu quittes ce poste-là, quand ton CDD se termine, tu mets le mot de burn-out sur ce qui s'est passé ou pas encore?
Pour être très honnête avec toi, je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé à mettre vraiment le doigt dessus. C'est possible que oui, à l'issue de ce CDD, parce que j'ai vu une psy. J'avais déjà été accompagné plus tôt dans ma vie. Ça s'est très bien passé. Et avec la psy, pareil. Enfin, dans les accompagnements, c'est vrai que moi je dis toujours, puisque j'accompagne maintenant des gens, il faut pas se limiter à une seule personne. Dans le sens où si ça fonctionne pas avec une personne, peut-être que il y a pas la relation qui est nécessaire pour créer de la confiance, pour aller au bout des choses. Et c'est vrai que j'ai vu une psy, ça n'a rien donné. J'ai arrêté au bout de trois sessions parce que voilà. Par contre, il me semble que c'est là que j'ai mis le doigt quand même sur le mot burn-out. Tu vois, c'est quand même en étant D'accord. accompagné avec une personne extérieure qui ne me connaissait pas, qui a fait un peu effet miroir, voilà, sur ma situation personnelle aussi, parce que comme je dis, la situation personnelle était extrêmement compliquée aussi en termes de relations. Et voilà, comme tu disais, c'est un tout. Et en préparant cette interview, tu m'as quand même écrit que c'est à l'issue de cette expérience-là qu'en fait, ça engendre une forme d'aversion pour le milieu vétérinaire. Ouais. Du coup, à ce moment-là, comment tu envisages la suite de ton parcours? Ah bah ça, grande question, Marine. Hein. Sur le coup, enfin quand tu rêves de faire vétérinaire depuis tout jeune, que tu y arrivais après tant de travail, après tant de, entre guillemets quand même de sacrifices, parce que bon moi la prépa j'ai quand même passé une énergie vitale folle, et que finalement après tout ça tu te rends compte que peut-être que ce métier n'est pas fait pour toi. Alors je t'avoue qu'après le burn-out, cette histoire quand on ressent de l'aversion, c'est plus peut-être, c'est en fait c'est fini. Je ne veux plus avoir affaire à ça. Oui, tu avais quelque chose de définitif qui t'apparaissait, Complètement. quoi. Pour moi, c'est ça, exactement. C'était définitif. On se dit, mais waouh. Alors, on se sent libéré d'un sens, parce qu'on se dit là, c'est plus possible. Mais en même temps, il y a quand même ce truc de, ouais, j'ai dépensé tellement d'énergie et de temps là-dedans. Qu'est-ce que je vais faire? Et il y a une chose qui n'aide vraiment pas, c'est l'entourage. À ce moment-là, je parle surtout des parents ou des grands-parents qui ne comprennent absolument pas. Et alors là, c'est encore pire parce que du coup, on se dit, waouh, c'est moi qui ai vraiment un problème là. J'ai vraiment un problème. Donc c'est Ah oui, culpabilisant, tu veux terrible. dire? Ouais, ouais. C'est terriblement culpabilisant. Et tu penses que c'est pourquoi? C'est juste parce que voilà, ce sont des études longues, ou est-ce que tu penses qu'il y a aussi l'image tellement idéalisée du vétérinaire que là vraiment c'est quelque chose qui pour les gens est complètement impossible puisque c'est un rêve ultime en fait? Ah ben, j'ai envie de te dire les deux. Allons-y franco, il y a des deux. Il y a des deux parce qu'il y a l'image du vétérinaire qui est prestigieuse et bon, j'aurais réussi dans une autre branche même. Qu'est-ce que la réussite? Après, j'aurais été boulanger. Enfin, je veux dire, mes parents, enfin, quand on aime, ils auraient été très contents pour moi. J'aurais été charpentier, j'aurais été éleveur, enfin, j'en sais rien. Ils auraient été contents pour moi. La réussite, c'est faire quelque chose qui nous plaît. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce truc prestigieux voilà, mon petit-fils est docteur vétérinaire. Il a quand même bossé très dur pour ça. Mais pourquoi il arrête? Pourquoi il arrête? En plus, il a fait des stages, il était dedans. Pourquoi ça arrive maintenant? Pourquoi ça c'est pas arrivé avant? Donc ça, c'est vraiment très culpabilisant. Et même soit on se dit quand même, hein, on est quand même assez fier d'être docteur vétérinaire parce que c'est quelque chose quand même c'est quelque chose de très beau d'être aux soins au service des animaux, d'aider ces êtres finalement qui sont dépendants de nous. Je parle des animaux domestiques. Il y a quelque chose de très très beau et très précieux dans ce métier. Et finalement, développer une aversion contre ça, c'est une double sanction. On le vit comme une double sanction. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as quel âge à ce moment-là? 29 ans. Ouais, donc t'es encore hyper jeune, quoi. Clairement. Il te reste beaucoup d'années de carrière devant toi. Oui, d'où la question, que faire? Que faire? Parce que quand t'es vétérinaire, waouh, ok, tu sais soigner les animaux. Et d'ailleurs, c'est un souci, c'est que au final, dans les écoles vétérinaires, alors ça commence à se développer petit à petit. J'y suis très attentif d'ailleurs. Mais à l'époque, enfin, pourtant, je suis sorti en 2016, c'était il y a pas très longtemps. On abordait quasiment rien en termes de compétences transverses. C'est-à-dire qu'on faisait de la communication avec la clientèle, mais bon, très sincèrement, on n'était pas dans la communication. C'était vraiment plus des trucs à comment se comporter avec le client. Mais finalement, par rapport, dans notre rapport qu'on entretient avec notre métier, ces compétences, elles ne nous sont d'aucun secours, celles qu'on aborde là, comme je te dis, avec la clientèle. Donc, moi, je trouve qu'à l'époque, on n'abordait pas la communication interpersonnelle, on n'abordait pas le management, on n'abordait rien en termes de développement perso. Du coup, finalement, on se connaît pas du tout. Enfin, l'école ne nous invite pas à mieux nous connaître non plus, à connaître nos limites, à connaître ce qui nous va mieux, ce qu'on aime faire, etc.
En fait, je pense que la constatation, c'est que quand même, je l'ai réalisé à ce moment-là parce qu'en plus de la psy que j'ai rencontrée, j'ai fait un suivi parce que j'étais à Pôle Emploi. J'ai fait le processus là Actif Projet, qui a été très aidant pour moi parce que le but, c'était d'ouvrir un peu les œillères de à part veto, qu'est-ce que je pourrais faire quoi. C'était vraiment la question à ce moment-là. Parce que bon, quand on est veto, on aime bien être dans le faire, dans l'action, dans le truc, se sentir utile. Et clairement, quand on arrête de travailler du jour au lendemain, c'est assez dur. Enfin, ça pareil, triple sanction là-dessus. Enfin, les sanctions s'accumulent. Du coup, Actif Projet, sans surprise, me montre le chemin du management. J'avais vu quand même assez souvent que dans le milieu veto, il n'y avait pas vraiment de compétences là-dedans. Les vétos n'étaient pas formés dedans et n'avaient pas forcément de prédisposition particulière là-dedans. Du coup, alors en plus, bon, ça va te faire rire, mais j'ai voulu faire du management dans un milieu totalement, je sais pas, est-ce qu'on peut dire à l'opposé du milieu veto, mais bref, c'était dans le milieu des parcs de loisirs et j'ai choisi Disneyland Paris. Voilà. Ah oui. Donc rien à voir. Virage à 180. Ah ouais, là, ouais, gros virage. Donc c'était suite à Actif Projet, hein, c'est vraiment ça qui m'a donné cette idée. D'accord. Donc je me suis rendu à Paris, voilà, j'ai pris un vol aller-retour Ajaccio-Paris. J'y suis allé, bon, avec mon culot, on va dire, parce que bon, salon des métiers, voilà, dans le parc, j'y vais, je rencontre des gens, je discute, jusqu'à une rencontre parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et parce qu'on me disait ouais, mais le management, d'accord, mais le management dans quoi en fait? Parce qu'on m'a un peu challengé. Vous voulez être manager, ok, c'est super, mais vous êtes vétérinaire, nous on n'a pas d'animaux à soigner. Enfin, si vous voulez, il y a Pluto qui vous attend, mais bon, voilà quoi. J'ai super blague à l'époque, super. Mais c'est vrai que c'était une question, c'est-à-dire qu'en tant que veto, quelle légitimité j'ai pour être manager. Donc ça, c'était une vraie question. Et bon, à force de discussion, donc bon, c'était hyper intéressant pour moi. Je sais pas, j'ai dû parler à 30, 40 personnes en 2 jours. Hein, c'était sur 2 jours. Jusqu'à ce qu'une personne, peut-être, enfin, je lui ai un peu tapé dans l'œil, je sais pas, en termes de, voilà, elle a été un peu interpellée par le projet, quoi, passer de veto à manager en parc de loisirs. Et du coup, elle m'a dit, attendez, je vais vous chercher quelqu'un, et elle m'a ramené en fait le numéro 2 du parc, donc directeur d'exploitation, donc que j'avais déjà vu à la télé, tout ça. Alors sur le coup, je me dis, oula, what, d'un coup là, c'est un peu too much pour moi. Et le mec m'a fait un entretien express en 5 minutes, il m'a pris un peu à part. Et bon, ce qui ressortait, c'est que mon profil lui plaisait, que bon, il m'a posé des questions, etc. Et le lendemain, il m'a demandé de revenir. Et là, ils m'ont fait une promesse orale d'embauche. Alors ils m'ont dit voilà, là tout de suite, la question c'est juste dans quoi, parce que effectivement, vu que vous êtes vétérinaire, on sent que vous avez, enfin certains m'ont dit ça comme ça, on sent que vous avez l'âme d'un manager, que vous avez la fibre. Mais bon, c'est gentil, mais il faut savoir dans quoi, parce que Disneyland Paris, bon, il y a 1 milliard de services, etc. Voilà, donc on était parti sur d'abord déjà en plus assistant manager sur quelque chose d'assez peu spécifique. C'était sur l'accueil des visiteurs ou un truc comme ça. Donc en gros gérer des équipes qui sont dans l'accueil des visiteurs. Bref, bon moi j'étais content. Je me suis dit, super, on va mettre ça en place. Bon, janvier 2020, hein, donc on sait ce qui s'est passé 2 mois après. Ouais, arrivée du Covid, fermeture des parcs pendant 6 mois. Ouais. Donc de loisirs, c'était pas très bon, c'était pas vraiment un bon créneau, d'autant que voilà, vu la fermeture, il n'avait en plus aucune visibilité sur la suite, et donc le projet est tombé à l'eau. Enfin après, au bout d'un moment, ils m'ont dit bon, on va pas pouvoir honorer la promesse d'embauche, ça va pas être possible. Donc à ce moment-là, il a fallu. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette expérience, c'est que tu es quand même sorti complètement de ta zone de confort. En fait, tu as pris un avion, tu es sorti de chez toi aussi pour aller essayer de trouver une solution et une autre voie, en fait. Complètement. C'est ça. C'était sortir de sa zone de confort, et en même temps, je pense que quand on sort d'un burn-out, bon, ça dépend de l'étape dans laquelle on se trouve, mais je pense que sortir de sa zone de confort et voir autre chose, quelque chose qui nous anime, ça fait du bien. Moi, ça m'a vraiment redonné de l'énergie, quand bien même il y a eu le Covid et il y a eu une grosse déception derrière, parce que ça a été un autre coup dur. Hein. Je me suis dit, waouh, en fait, là, comment je dois le prendre, quoi. Sur le coup, je me suis dit, j'arrive à rebondir, et là, on me coupe encore l'herbe sous le pied. Ouais, bien sûr. Donc, c'est vrai que ça a été un peu un coup dur. Du coup, pour le coup, j'avais plus d'activité pendant des mois après ça. Hein. C'est ça qui a été dur. C'est que pour le coup, je ne suis pas retourné à veto. Donc, comme tu dis, tu passes en fait de boulot où en fait tu es quand même la tête dans le guidon, tu travailles beaucoup, à te retrouver inactif chez toi. Et ça, c'est pas forcément facile à gérer. Et c'est ça. Ouais, ce qu'on se disait, franchement, rester chez soi, rien faire, rien faire. Du coup, quand on est dans toujours l'activité où on a envie de meubler, donc en fait, on se repose même pas. C'est-à-dire que les mois que j'ai passés à rien faire, entre guillemets,
en fait, je me suis pas reposé. J'ai essayé d'apprendre des langues. Je démarchais à tout va dans le management, dans les parcs d'attractions, malgré les fermetures. Je communiquais beaucoup par mail. J'appelais. J'ai même eu, une personne dans mon entourage m'a un peu drivé sur mais et du culot, prend des initiatives. Du coup, j'ai appelé des directeurs de parcs de loisirs, donc de parcs d'attractions. Hein. Ça, j'en ai eu un au téléphone à un moment donné qui a pas trop compris pourquoi il m'avait au téléphone. Mais du coup, ça m'a un peu appris le culot aussi. J'ai vu à quel point, voilà, quand on dit on peut tout faire, c'est vrai que quand on a un peu de culot, on peut démarcher. Voilà, on peut faire beaucoup de choses. Oui, et puis on reste avec un diplôme qui a une carte de visite, il faut pas se mentir, Ouais. hein, même si c'est dans des secteurs différents, c'est une vraie carte de visite. C'est une vraie carte de visite. En même temps, je pense que là, le secteur, pour le coup, était tellement éloigné que clairement, quand je disais que j'étais vétérinaire, j'ai très vite compris. Au début, il y avait un petit flottement. Bah alors, je t'avoue que c'est même pas au début, c'est que finalement, j'ai même beaucoup retravaillé mon CV. Alors bon, à force de retravailler le CV, d'ailleurs, j'ai l'impression d'être un peu maintenant expert là-dedans parce que j'ai dû le remanier 10-15 fois pour faire presque disparaître le mot vétérinaire. Parce que clairement, non mais parce que c'était même un frein, pour te dire. J'ai toujours entendu que c'était une carte de visite et j'ai réalisé, en tout cas, bon, dans le milieu que je visais, hein, parce que c'est sûrement pas vrai dans tous les milieux, j'ai réalisé que c'était un frein. Et du coup, c'était encore pire. Je me suis dit, mais attends, mais quand même, j'ai fait une prépa, j'ai fait une école veto. Attends, on a quand même des compétences intellectuelles, même de raisonnement, d'adaptabilité, des compétences même transverses que j'ai essayé de valoriser sur le CV. Du coup, hein, ça a été un vrai travail, c'est intéressant. Mais on m'ouvrait pas les portes pour autant parce que j'étais veto, hein, clairement. Ouais, ok, intéressant. Et comment t'en arrives au coaching professionnel du coup? J'ai envie de te dire que c'était de fil en aiguille parce que bon, après il y a les centres de vaccination qui est ouvert et j'ai pu retrouver un peu de social, un peu de professionnel là-dedans. Donc j'ai vacciné pendant pas mal de mois. J'ai rencontré des gens. Ah oui, d'accord. Ouais, ça c'était après en 2021, 2022 jusque mars 2022. Donc quelques mois, donc même c'était rémunérateur aussi, c'était sympa. Et le coaching professionnel est arrivé vraiment petit à petit. C'est-à-dire que je t'ai parlé d'accompagnement, je t'ai parlé de psy, j'ai vu une sophrologue, et une amie m'a conseillé une coach professionnelle. Alors sur le coup, je me suis dit, bon, une coach, ok, c'est quoi? Parce que le coach, donc le mec avec sa serviette au sport, ou le coach, enfin, j'étais là, c'est quoi? Je vois pas. Et elle m'a dit, mais en fait, c'est une personne qui accompagne des gens dans les entreprises, blablabla. Voilà, elle a accompagné les gens avec mon père, elle est super, tu vas voir, elle va t'ouvrir les yeux sur plein de trucs. Bon, je me suis dit, allez, j'y vais, j'ai pris rendez-vous. Et du coup, je me suis lancé dans un processus sur plusieurs mois avec elle, donc de coaching professionnel. Et s'en est suivi une formation en management et en communication avec elle d'ailleurs, parce que souvent les coachs sont aussi formateurs. Et en fait, ça a été un grand bouleversement et c'est comme ça que j'ai été mis en contact avec le coaching professionnel. Tu vois, c'est pas j'ai voulu l'être, c'est d'abord j'ai été en contact parce que c'est un milieu que je ne connaissais absolument pas. D'accord. Et qu'est-ce que tu découvres justement? Qu'est-ce qui t'interpelle dans cette forme de coaching? Ben, en fait, tu vois, je parlais des œillères, là, de l'image. Quand on est veto, on a un peu des œillères, c'est veto. Et on veut être veto, et voilà. Et le but, je pense, c'était vraiment d'ouvrir ces œillères, de m'ouvrir toutes les opportunités, et aussi toutes les capacités qu'on peut avoir en tant que vétérinaire. Parce que clairement, avec l'histoire des parcs de loisirs, ma confiance en moi, elle a quand même été un peu abîmée. Parce que même si on a dit oui au début, ben en fait ça s'est pas fait. Alors oui, il y avait le Covid, on trouve toujours des excuses, hein, surtout l'entourage. Mais il y avait le Covid, tu comprends, sinon ça se serait fait, blablabla. Bon, mais je disais, force est de constater que ça s'est pas fait. Donc oui, t'as pas transformé l'essai, donc ça n'a pas aidé à ta confiance en toi. Exactement. Et du coup, en fait, le coaching, ça m'a surtout permis de prendre confiance. Ça m'a permis d'explorer des milieux que je m'étais pas autorisé à explorer. C'est-à-dire qu'on se met beaucoup de barrières, on a beaucoup de croyances limitantes qui sont inconscientes, hein, sinon ce serait facile, hein, sinon elle serait pas là. Et en fait, le coach, clairement, c'est là que j'ai compris aussi l'intérêt, c'est que le coach professionnel, il va pointer du doigt ces petites croyances limitantes qui se baladent. Enfin, je dis les petites, en général, c'est des grosses. Et le but, ça va être de les lever, de les travailler pour les surpasser, les surmonter, et pour pouvoir aller plus loin et aller vers ce qu'on veut vraiment, quoi. Et donc, à partir de là, ça m'a ouvert plein de perspectives, ça m'a ouvert le management encore plus, on va dire, parce que du coup, je m'y suis formé. Parce que je me suis dit, voilà, suite au coaching, parce qu'on repart toujours avec des actions. Quand on quitte une séance de coaching, on repart avec des actions à mettre en place, parce que c'est avec les actions qu'il y a du changement. Donc, j'ai regardé les écoles qui proposaient des formations. Enfin, j'étais très intéressé aussi par la conception en parc de loisirs. Alors, enfin, rien à voir, hein. Mais du coup,
une des actions, c'était de concevoir un projet pour un parc aquatique, voilà, en partant de zéro. Donc en fait, moi, j'ai bossé sur ça. Donc j'ai réalisé à quel point la création me plaisait. Donc en fait, en mettant ces actions en place, on voit aussi ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Il y a des fois où je faisais des trucs, ça me branchait pas du tout. Je revenais en disant, mais en fait, ça, je me suis forcé, c'était affreux, quoi. Bah, du coup, j'apprenais. Je me disais, waouh, en fait, ça, je pensais que ça me plaisait, en fait, pas du tout. Et finalement, bon, management, communication, développement personnel, ça, j'ai gros coup de cœur et grosse révélation aussi vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que sur le plan personnel, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Il y a beaucoup de choses que je gardais enfouies. Alors, bah, je vais montrer de la vulnérabilité en le disant et c'est ok, je suis ok avec ça. C'est que j'étais très envieux, en fait. Depuis mes premières années même d'école veto, je me sentais envieux. C'est-à-dire que quand des gens faisaient des trucs qui avaient l'air trop bien, mais j'étais hyper envieux, je me disais, waouh, mais en fait, c'est trop bien ce qu'ils font par rapport à ce que moi je fais. Waouh, en stage, ils ont vu tout ça, moi j'ai pas vu tout ça, et j'étais hyper envieux. Et ben par exemple, le coaching avec tout le développement personnel, voilà, que j'ai pu réaliser à travers le processus, en fait, ça m'a permis déjà d'en prendre conscience. Tu vois, typiquement, c'est cette histoire d'envie et aussi de le désamorcer parce que une fois qu'on en prend conscience, ça suffit pas la prise de conscience, faut aller plus loin. Et le but, c'était un peu de casser ces croyances, de casser ces trucs finalement qui me nuisaient plus qu'autre chose. Donc l'envie, par exemple, ben, là avec du recul, waouh, je vois le chemin en 3 ans sur l'envie, j'ai progressé énormément quoi, parce que c'est quelque chose qui me freinait. Oui, donc tu conscientises certaines choses et tu mets en place des actions derrière pour Exactement. essayer de gommer ce qui t'empêche d'avancer. Exactement. En fait. Et c'est hyper puissant. Et du coup, ça m'a tellement percuté. Alors c'est pas venu tout de suite. Hein. Ça a mis quand même un an et demi à arriver. On a essayé de monter donc un projet à l'école Veto à l'époque avec une amie Veto, avec 2 amis Veto, qui n'a pas donné suite. Bref, parce que c'était sur Lyon. Sur Lyon, il y a des EP, donc c'est des espèces d'options. C'est des options un peu à la carte que les étudiants choisissent. Voilà, ils ont une certaine partie de leur programme qui est dédiée à ça. Donc je trouvais ça hyper chouette et moi je voulais justement introduire ces notions de management, de communication à travers ces options. Donc ça s'est pas fait sur le coup. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ça a été une super expérience de travail collectif, d'échange, etc. Mais petit à petit, il y a quand même ce truc. Tu vois, j'avais cette aversion du métier de vétérinaire. Je m'étais éloigné aussi du milieu parce que vraiment tout ce qui faisait référence au veto pour moi je le vivais comme quelque chose de très toxique. Et tu vois, là, je pense, on n'a pas parlé de l'ordre, mais même l'ordre qui représente la profession veto, c'est vrai que je m'étais pas senti soutenu non plus sur le coup. Enfin, c'était un tout, en gros. Et en fait, à travers ce projet d'introduire quelque chose à l'école veto, j'ai aussi réalisé, je me suis dit, mais en fait, Loulou, t'as beau ne plus vouloir avoir affaire à ce milieu, mais en fait, t'as hyper envie d'apporter quelque chose à ce milieu. Force est de constater, Oui. tu vois. À partir de mes expériences qui ont été négatives, et je savais que je n'étais pas le seul, au bout d'un moment, à force de parler avec des gens, parce que quand on reste aussi dans son trou, dans le burn-out, on a l'impression d'être seul au monde. Hein. Ça, c'est le gros problème. 4e sanction. Je mémorise, on en a les unes après les autres. Quand tu, oui, il y en a un ouais, paquet, quand tu te sens seul au monde comme ça n'aide pas. Et je me disais, mais vraiment, waouh, attends ton expérience, il faut pas que t'en restes là. T'as des choses à raconter en fait, t'as des choses à dire, et c'est pas normal que les vétos ils souffrent comme ça en fait. Il y a l'étude du docteur Truchot qui est apparue, qui a permis de montrer que burn-out, suicide 3-4 fois supérieur à la moyenne française. Et tout ça, c'est impactant et ça a renforcé le truc mais en fait, t'as une carte à jouer, c'est pas une opportunité, c'est un besoin profond de venir en aide à la profession en fait là. Arrête de le nier. Ça t'a permis de renouer en fait avec l'écosystème vétérinaire. Complètement. Ouais, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à renouer. Et c'est là où je me suis dit, bon, il y a eu un projet au milieu qui n'a rien à voir. J'ai voulu faire de l'écotourisme, comme je me suis vraiment cherché, parce que j'ai découvert aussi des valeurs très écolo et j'avais besoin de fun. De toute façon, les parcs de loisirs, le tourisme, j'avais besoin de quelque chose de fun, de léger. J'avais besoin de légèreté, d'optimisme, voilà, de gaieté. J'avais besoin de ça. Et au final, bon, je pense que je la trouve quand même à travers ce que je fais, même si c'est un peu plus lourd parce que le sujet, il est quand même assez lourd. Le mal-être dans le milieu veto, il est très présent et c'est vrai que c'est quelque chose de lourd. Mais tout le positif qu'il a apporté, pour moi, c'était transcendant et je me suis dit, mais en fait, c'est là qu'il faut aller. Et tu vois, rien n'arrive par hasard. J'ai rencontré 2 personnes dans le milieu du tourisme qui étaient coachs professionnels aussi, genre hasard total. Et je me suis dit, non, là, il y a un truc, il y a quand même. Je connaissais pas cette profession. Alors peut-être que maintenant que je la connais, j'y fais plus attention. Mais c'était des rencontres en plus hyper impactantes avec des gens qui étaient hyper charismatiques, qui faisaient des trucs incroyables. Et je me suis dit, mais en fait, c'est par le biais du coaching professionnel que j'ai envie de le faire. C'est vraiment l'accompagnement, moi, parce
Parce que voilà, comme je l'ai dit, j'ai connu plusieurs types d'accompagnement. Moi, c'est celui-là qui m'a impacté et c'est celui-là que j'ai envie de transmettre. C'est à travers celui-là que j'ai envie d'aider la profession. Ouais, ok. Et aujourd'hui, tu es coach certifié, donc comment tu as fait pour comment on obtient cette certification et comment on professionnalise ce métier-là? Alors, le coaching professionnel a une fédération internationale qui s'appelle ICF. Donc, il existe beaucoup d'écoles, beaucoup de formations qui sont pas forcément diplômantes, il y a différents niveaux il y a différents niveaux. Et si le coaching professionnel n'est pas encore reconnu comme, selon moi, il mériterait de l'être, c'est parce que tout se fait et des fois de manière un peu anarchique. C'est-à-dire que on voit des gens qui se décrètent coach du jour au lendemain. Voilà, coach de vie, Alors je dis pas que le coaching de vie c'est pas bien, c'est juste que il y a vraiment des personnes qui se décrètent du jour au lendemain coach. Et le terme de coach est très galvaudé aujourd'hui. On l'entend à tire-larigot tout le temps. Oui, bien sûr. Parce que coacher, c'est motiver, c'est accompagner, c'est voilà des coachs seniors qui vont être mentors. On va dire qu'ils coachent. Non, en fait, ils coachent pas. Ils sont mentors. Ils accompagnent. Mais le coaching, c'est un accompagnement qui est vraiment très spécifique, qui se distingue vraiment du conseil, tu vois, par rapport à des experts, des consultants qui vont te donner des conseils. C'est pas comme un thérapeute, c'est pas comme un psy. C'est une posture dans le questionnement, ouvert, sans jugement, dans la neutralité, qui va permettre à la personne de se regarder un peu comme dans un miroir, lui faire prendre conscience des choses, faire prendre conscience des croyances limitantes dans lesquelles il est empêtré, de l'aider à formaliser des objectifs, parce que le but du coaching professionnel, c'est le passage à l'action. On passe de la tête, et surtout les vétos, on est très dans la tête, on aime bien réfléchir, on aime bien être très encombré. Mais du coup, le coach, il va t'aider à passer, de la tête à l'action, tu vois. Et ça, c'est un truc, ça paraît con comme ça, mais ça fait absolument toute la différence. Et du coup, tu me posais la question de comment on fait. Les écoles, elles n'ont pas toutes la certification. Donc, il y a un travail de sélection sur les écoles. D'ailleurs, les écoles ne donnent pas vraiment la certification. Et moi, je ne suis pas encore certifié, je suis en cours de certification, parce que même si j'ai validé l'école, elle me donne accès à la certification. Parce que l'accès là, ça oblige à passer par une école, une formation d'au moins 1 an. Par contre, la certification, c'est un certain nombre d'heures de coaching rémunérées. C'est un examen à passer en plus, parce qu'on en a déjà au sein des écoles. Mais en gros, c'est un processus qui est plus ou moins long et qui se fait sur la pratique. C'est très axé pratique, le coaching professionnel. Au-delà de la technique qu'on apprend au début, évidemment. D'accord. Et toi, tu es passé par quelle école? Alors moi, mon école, elle s'appelle Coaching Ways. Voilà. Donc j'ai sélectionné 2-3 écoles qui me semblaient vraiment complètes. Je suis allé, il y a des soirées de présentation, tu sais, hein, comme d'autres écoles, hein, comme les MBA et des trucs comme ça. Et en fait, j'ai été hyper interpellé par leur présentation sur un concept qui s'appelle la spirale dynamique. Enfin, je sais pas si donc les personnes qui nous écoutent connaissent ça, mais alors moi sur le coup, je me suis dit waouh, c'est quoi ce truc? J'ai trouvé ça incroyable. C'est pas du tout, c'est pas du tout le cursus. C'est dans le cursus ce petit truc. Donc autant tout le reste aurait pu être nul et à côté de la plaque. Mais en fait, loin de là, j'ai vécu une expérience. C'était du coup l'année dernière, en 2023. Une expérience humaine absolument incroyable. Je trouve, j'aimerais que tout le monde vive ça. Ça a été, il y a un avant, un après l'école de coaching, parce que au-delà d'apprendre à coacher, on est coaché aussi par les autres et on apprend beaucoup sur soi. En fait, il y a un parcours vraiment de développement personnel dedans. Parce qu'en tant que coach, il y a un risque aussi, des fois, c'est de projeter nos propres schémas, nos propres intentions, nos propres jugements sur la personne qu'on a en face de nous. Et clairement, si on ne se connaît pas, le risque d'entrer dans ces mécanismes-là, il est plus important. Donc, durant le processus de l'école de coaching, on apprend beaucoup sur soi. Et on est vraiment comme je le dis un peu, c'est presque banal comme ça, j'ai l'impression, mais on est avec des êtres humains et des êtres humains qui sont vraiment pas dans le jugement, qui sont vraiment dans la croissance, dans le mieux se connaître, comment donner aux autres, comment accompagner les autres, comment aider les autres à grandir. C'était vraiment une expérience incroyable. Voilà. Bref, désolé, je m'étale, mais il y a eu un avant, un après, clairement. Et ça, t'as terminé ça quand? J'ai terminé ça en décembre 2023. D'accord, oui, donc c'est vraiment tout récent. Ouais, c'est tout récent. Et comment t'en arrives à ton podcast Indiana Vet? Comment cette idée germe dans ton esprit? Quel est le lien avec le coaching? C'est quoi le pitch du coup de ce podcast? Alors, le podcast, il vient donc du même constat qui m'a amené vers le coaching professionnel. Il vient du constat que quand on est dans une situation difficile, et moi je parle vraiment de la sphère vétérinaire, moi je me suis senti très peu soutenu.
Vraiment, ça a été un problème pour moi. Parce que bon, j'avais pas forcément, encore une fois, les facultés de demander de l'aide, parce que pareil, c'est un truc qui s'apprend, ça. Et clairement, j'étais pas dedans, parce que c'était aussi de ma responsabilité d'aller chercher de l'aide. Hein. Alors, je l'ai cherché après avec des psys, des accompagnements comme ça. Mais par exemple, l'ordre, alors est-ce que c'est une croyance? Mais par exemple, l'ordre, moi, je pensais qu'on était accompagné si ça n'allait pas bien. En fait, on se fait une idée de la confraternité, et après, je jette pas la pierre, parce que c'est peut-être pas la vocation de l'ordre. En tout cas, moi, je pense que ça devrait l'être. Enfin, c'est très personnel, ça. Hein. Mais je pense que l'ordre devrait avoir vraiment sa responsabilité dans l'accompagnement de la profession. Parce que quand on voit ce qui se passe, alors merci des associations telles que Veto Entraide, hein, qui sont là et qui font un travail incroyable. Parce que du côté de l'ordre, il y a des conseillers qui nous appellent. D'ailleurs, moi, il y en a un qui m'a appelé. Il m'a appelé une fois. Sauf que c'est un moment où j'étais pas du tout dispo. J'ai vu l'appel, je crois, le lendemain. J'ai rappelé la personne. Bon, j'ai pas réussi à l'avoir. J'ai laissé un message et j'ai jamais eu de suite en fait. Donc de l'ordre, il y a quand même quelque chose qui est fait. Hein. Encore une fois, il y a des conseillers. On met à disposition des conseillers. Mais là, dans mon cas, par exemple, ça n'a rien donné et il y a pas eu. Ils ont pas insisté. Et sur le coup, je me suis dit waouh, mais même l'ordre, en fait, ils sont pas là quoi. Donc du coup, le mal-être, on le transpose même à l'ordre à ce moment-là. Tu vois, quand on fait une aversion, on fait même une aversion de l'ordre. Oui. Tu vois. Ouais, donc oui, quand tu parles d'aversion, il y avait quand même une rupture de confiance avec la confraternité quelque part. Finalement, c'est ça qui a été très mis à mal, c'est que tu t'es senti abandonné par ton propre corps de métier, en fait. Complètement. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a quelque chose sur la confiance qui a été complètement rompu et oui, tu vises juste, c'est ça. Et du coup, le podcast. Et du coup, ouais, le podcast, il vient vraiment de cette constatation-là. Donc, mon but, c'était de donner du soulagement aux gens. C'était à travers des témoignages de gens un peu lambda, tu vois, vétérinaires, ASV ou étudiants véto, en fait d'avoir leur réalité dans leur métier en fait. Évidemment, le but c'est d'avoir aussi des gens qui rapportent des problèmes qui traversent. Alors nous on avait quand même cette balance parce que j'ai créé le podcast avec à l'époque avec Colline Musel qui est aussi coach professionnel. On avait vraiment envie de donner la parole à ces personnes avec une posture quand même de coach, mais une posture à l'époque, moi, je l'étais pas, mais c'était une posture de questionnement assez ouvert, en laissant de la liberté quand même dans l'interview. Alors, on sélectionnait. On a quand même pour l'instant pris des gens qu'on connaissait de près ou de loin, parce que bon, au début, ça fait un peu peur quand en plus le podcast n'est pas connu, on est interviewé, il y a du stress, les gens ils savent pas trop. Ah oui, moi aussi j'ai commencé par des personnes que je connaissais. Hein. Et ouais, voilà. Et forcément des gens qui ont connu des difficultés, donc dont on connaît l'histoire nous, et à travers leur histoire, on voit ce qui s'est joué pour eux. C'est-à-dire que là, par exemple, toi tu le fais aussi là hein, avec moi. C'est-à-dire que dans les moments où ça a été difficile, tu m'as posé les questions de vraiment, en gros, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir ce qui se joue. Et dans le podcast, ce qui nous a paru très important, c'est de souligner les comportements. Alors, à aucun moment on ne condamne les personnes, parce que on a eu certaines, enfin très rares pour le coup, hein, mais surtout une, je me souviens, une personne qui a fortement réagi, qui était vraiment en allergie avec ce qu'on faisait, comme si on ne prenait que le négatif, on sortait le négatif et que c'était dangereux. Vous comprenez, les gens qui sont en mal-être, tout ça. Mais en fait, justement, on montre en parlant de ce qui est négatif, et enfin, je t'avais dit un peu ça de manière un peu vulgaire, on met un peu le nez dans la merde, parce que en fait, on n'a pas envie d'occulter ce qui se passe de mal dans la profession. On a envie d'aller voir ce qui se passe et ce qui fait que les personnes désertent la profession. On veut savoir ce qui fait qu'un tiers des vétérinaires arrêtent avant 40 ans. Parce qu'il se passe quelque chose, quoi. Ça, c'est pas juste on n'aime pas ce métier. Il se passe quelque chose. Et du coup, c'est une affaire de comportement plus que de personnes. C'est des comportements qui sont délétères pour les humains, j'ai envie de dire. Pas tous les humains d'ailleurs, et certaines personnes encore une fois qui réagissent différemment face à des comportements que moi je jugerais toxiques. Ma collègue à l'époque encore, elle s'en était très bien sortie, elle avait apprécié son CDD. Hein. Donc non seulement c'est une affaire de comportement, mais c'est une affaire de perception. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller voir comment les gens vivent les comportements, c'est d'aller voir leur réalité, comment tel comportement a eu tel impact sur eux, et de voir en quoi ça leur a posé problème, en quoi ça a fait qu'ils ont voulu quitter la profession, parce qu'il y a quand même des personnes qui ont voulu la quitter. Une des premières personnes qu'on a interviewées, Marie Guillaumont, qui est une amie, a arrêté. Elle a repris un moment ponctuellement, mais voilà, il y a quand même des arrêts dès la sortie d'école.
Donc c'est ça qui est intéressant. Et au-delà de ça, c'est voir aussi le soulagement, donner du soulagement aux gens, leur dire vous n'êtes pas seul en fait. Il y a des problèmes, vous n'êtes pas seul. C'est pas vous le problème. C'est pas vous le problème. Oui, d'accord. Ok, très clair. Et ce qui est intéressant de noter, là, tu parlais de gens qui ont donc déserté la profession. Toi, depuis quelques mois, tu as repris la pratique. Donc après plusieurs années finalement d'un cheminement assez long où tu as cherché plutôt à la reconversion. Comment se fait cette reprise et comment s'est passée cette reprise et est-ce qu'elle t'a permis de renouer un petit peu avec la profession et la confraternité? Alors, vaste question. Je vais commencer par reprendre Veto après 4 ans d'arrêt. Voilà, on pourrait mettre un point là et se dire, mais en fait, c'est quoi cette connerie? Parce que ça fait peur, parce qu'on se dit, après 4 ans, est-ce que je vais savoir en faire une ovario? Est-ce que je vais savoir 1 milliard de questions, est-ce que je vais savoir? Tu vois, point, presque. Est-ce que je vais savoir? Et je te parle pas de l'entourage. Est-ce que tu vas savoir? Qui en rajoute. Et on se dit, ça va être difficile quand même. Et en fait, ça a été difficile. Ça, je vais pas mentir. Pourquoi j'ai repris Veto aussi? C'est pas juste pour la curiosité et pour voilà. C'est aussi financièrement parce qu'à un moment il y a une réalité. Je suis tout à fait transparent là-dessus. Je lance une activité en parallèle qui commence vraiment à se développer. J'ai des clients, tout ça, mais il faut une assise financière. Et du coup, vu ce que je veux faire, je me suis dit, quand même, après tout ce que tu as fait en termes de développement personnel, après tout ce que tu as fait là les 4 dernières années, c'est un challenge. Et justement, toi, tu prétends accompagner les personnes qui traversent des difficultés dans ce métier. Donc, il y a un moment, il y a quand même ce truc de aussi se reconfronter à ça, mais pas du tout de la même manière que quand j'ai quitté l'école ou même, même 2 années après l'école. C'est-à-dire que, en se connaissant mieux, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Les gens s'arrêtent surtout à ce qu'ils ne veulent pas. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Enfin, ça, c'est une grande question. Et en fait, moi, je savais ce que je voulais. Je savais que je voulais pas plus de 20 heures par semaine. Je savais que je voulais bosser en équipe. Je savais que je ne voulais pas d'astreinte. Ça, c'était non négociable. Je savais quel salaire il me fallait pour vivre. Donc, au lieu de regarder la convention collective, j'ai dit aux personnes, j'ai postulé dans pas mal de cliniques. Je leur disais, en fait, moi, à l'heure actuelle, j'ai besoin de, tu vois, typiquement, je vais le dire, j'ai besoin de 2000 € net pour vivre. Voilà. Ah oui, c'est 20 heures par semaine. Oui, c'est loin de la convention collective. Mais en fait, je m'en fous. En plus, quand tu le ramènes au taux horaire, il y a un moment, on a bac+7, donc bon. Et là, j'ai envie de faire un électrochoc aussi à la profession. C'est que la convention collective, elle a été créée pour protéger, mais au final, c'est complètement l'inverse. Pour moi, c'est ce qui plombe aussi la profession. C'est pas possible. Alors, au début, on est étudiant. Encore là, je suis avec des étudiants, encore une fois, que j'accompagne en co-développement, qui me parlent de, en gros, gagner de l'argent. Ouais, mais en fait, on fait pas ça pour ça. Mais en fait, on se rend compte très vite qu'on a quand même besoin d'argent. Après, avoir de quelle somme on a besoin pour vivre comme on le souhaite. Donc, d'une personne à l'autre, de toi à moi, par exemple, ça va pas être la même chose. Quand certaines personnes ont besoin de 5000 € pour vivre, d'autres, avec 2000, elles s'en sortent très bien et ça leur suffit largement. Donc, il y a quand même ce travail aussi de, voilà, vu ce que tu veux dans la vie, quel montant tu souhaites. Et au final, j'ai trouvé au bout d'un moment une clinique qui m'a dit oui. Sur tous les paramètres là que je viens d'énumérer. J'ai fait des compromis. Je fais des compromis sur la pratique parce que c'est une pratique qui est assez éloignée de ce que j'envisageais à la base. C'est des pratiques un petit peu à l'ancienne. Je vais pas rentrer dans le détail, mais des trucs qui me font un peu tiquer. Mais du coup, c'est des petits compromis. Il y en a d'autres. Maintenant, je me retrouve seul par moment, seul en tant que veto, par moment. Bon, voilà, c'est un compromis. Mais en tout cas, j'ai les conditions que je souhaitais. J'ai des humains autour de moi, donc des patrons qui sont à l'écoute, des patrons qui ont plus de 60 ans. Donc, il y a un choc intergénérationnel, je vois, avec, par exemple, les ASV. Ça, c'est un sujet très intéressant aussi. Mais en tout cas, moi, je vois des gens humains qui sont dans la communication et qui sont intéressés par ce qu'on raconte. C'est-à-dire que quand on a quelque chose à leur dire, je sens une écoute. Et ça, pour moi, c'est important. Oui, d'accord. Tu vois? Une reprise qui finalement j'ai l'impression que tes 2 activités, puisque tu as une activité de coaching professionnel en même temps, finalement ça se nourrit l'un l'autre en fait. Ouais, complètement. Finalement, et même, tu vois, les étudiants, quand ils voient un intervenant en phase 2 qui est à mi-temps dans une clinique, à mi-temps, en train de les accompagner dans tel ou tel processus, telle formation. Il y a une crédibilité. Il y a une légitimité, une crédibilité. Une légitimité. Alors, c'est vrai que je dis pas que c'est indispensable non plus, parce qu'en fait, je l'ai été. Alors après, le métier évolue, on est d'accord. Mais notre expérience reste une expérience. Et moi, j'ai vu ce que c'était le métier de veto et j'ai vu les difficultés qu'on pouvait traverser. Pas toutes, évidemment, mais j'en ai connu. Après, c'est vrai qu'être dans le métier,
je pense surtout pour les étudiants, ça donne un petit plus, voilà, en gros, il sait de quoi il parle, même si, encore une fois, je pense qu'on n'est pas obligé de rester dans le métier pour savoir de quoi on parle. Si on l'a connu, bon, je pense qu'on est légitime. Mais oui, voilà, reprise, on va dire en douceur, Marine, pour répondre à ta question, dans le sens où c'est dans les conditions qui étaient propices, voilà, pour reprendre vraiment sereinement. Voilà, c'est l'adjectif. Ok. Et sur ton activité de coaching en parallèle de ta pratique, est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi ça consiste concrètement du coup? Bah alors, le coaching, c'est des séances comme on ferait une séance avec un consultant, avec un thérapeute, avec un sophrologue, avec un psychiatre. Enfin, non, psychiatre. Après, là, on est dans la médecine, on est dans un diagnostic. Mais c'est des séances qui durent 3/4 d'heure, 1h30, 2 heures. Ça varie en termes de durée. Ça commence par une séance préliminaire, on appelle ça, qui est souvent gratuite d'ailleurs, la séance préliminaire. Parce que c'est pas vraiment une séance de coaching. En fait, c'est une séance durant laquelle on va identifier la problématique générale de la personne. Déjà aussi, on apprend à se connaître. On voit le passé professionnel surtout, parce que c'est surtout un cadre professionnel, même si le personnel et le professionnel sont intimement liés. Donc pour moi, on peut pas faire une croix sur l'un ou l'autre, c'est pas possible. Mais sur le plan professionnel, donc qu'est-ce qui se passe pour la personne? C'est-à-dire quel type de difficulté elle rencontre? Est-ce que la problématique de la personne est compatible avec le coaching? Est-ce que la personne regarde beaucoup dans le passé? Parce que s'il y a des souffrances, voilà, des choses qu'elle a envie de comprendre, des choses elle a envie de trouver du pourquoi. Pourquoi il s'est passé ça il y a 10 ans? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ou même avec mes parents. Et je l'ai déjà entendu, des personnes qui sont venues vers moi. Et là, clairement, c'est pas pour le coaching, ça. C'est pas. Là, c'est une psychothérapie. Là, c'est de la psychothérapie. Quand on cherche vraiment le pourquoi il m'est arrivé ça, qu'il y a vraiment une souffrance qui est liée au passé, à l'enfance ou autre. Là, on est vraiment, le coach a pas les compétences pour ça. Pour, voilà, des trucs ponctuels, voilà, il s'est passé ça, là, en stage ou en mon dernier travail, c'est mal passé, ça oui. Enfin, ça, c'est du passé, si tu veux, qu'on va utiliser pour voir où on veut aller. Mais il y a quand même Oui. où on veut aller. Le coaching, c'est vraiment présent, futur. Oui, Voilà. bien sûr. Et du coup, les séances, donc séances préliminaires, on va définir la problématique globale, voir si elle est adaptée au coaching, etc. Et ensuite, on se lance sur des séances, comme je disais, de 3/4 d'heure, 1h30, 2 heures. Ça dépend. Moi, je sais que je propose à mes clients un nombre d'heures, pas un nombre de séances. Je propose un bloc d'heures. Et en fonction du temps qu'on a besoin de passer sur tel ou tel sujet, des fois on passe 1 heure, des fois 1h30, des fois 2 heures. Ça dépend. Et le but, donc tu me demandes comment ça se passe. En général, on définit un objectif de séance. C'est-à-dire, en fait, là, tu arrives avec quelle problématique, quel problème. Ok, d'accord, tel problème. Tu veux repartir avec quoi de notre séance, en fait? Et ça, au début, c'est un peu challengeant. C'est-à-dire que les personnes sont un peu démunies en mode, je sais pas. Mais je sais pas, ouais. Et ouais, souvent, c'est je sais pas. Et ça, c'est un exercice. Parce qu'en fait, c'est vraiment, le coaching, c'est un exercice sur eux. Et on est vraiment, quand je dis exercice, on est vraiment on reste pas juste dans la tête, on va voir aussi les émotions. On va voir ce qui se passe en eux. Les coachs, on est aussi très axés émotion, donc on est aussi formé là-dessus. On peut même développer de la formation là-dessus, mais on est surtout sur émotion et pour enfin passer à l'action. C'est-à-dire que quand on a donné un objectif de séance, j'aimerais voir ce qui bloque. Tu vois, par exemple, allez, je prends un exemple, la prise de parole en public. Voilà, quand je dois prendre la parole en public, j'ai un stress qui me ronge tout et en fait, j'aimerais bien comprendre pourquoi je suis stressé comme ça. Qu'est-ce qui fait que je suis stressé? Alors, justement, l'objet de la séance, ça va être de voir ce qui se passe pour la personne qui provoque ce stress. On va se repasser à la limite des expériences passées, tu vois, mais encore une fois, là, c'est des expériences passées, pas dans la petite enfance ou quoi, mais où la personne, elle a vécu ça. Et on va aller détricoter la chose. On va voir s'il n'y a pas des croyances, la peur d'être jugé, tu vois, des trucs comme ça, des choses qui émergent. Et en détricotant tout ça, quand la personne, elle réalise ce qui se joue pour elle, quand elle réalise la croyance, quand elle met le doigt dessus, voir ce qu'elle pourrait faire pour passer outre. Et à chaque fin de séance, la personne, elle repart vraiment avec des actions qui permettent de surpasser justement sa problématique. Les actions, elles sont pas forcément, fructueuses en termes de résultats. Des fois, en fait, ça mène à un truc qui marche pas. Mais en fait, là-dessus, on s'en fout en cours de processus. Le but, c'est de faire. Et si ça fonctionne pas, on a des infos. Ça a pas fonctionné. Qu'est-ce qui fait que ça a pas fonctionné, selon toi? J'ai réalisé qu'en fait, je prenais absolument pas de plaisir avec ça. Et en fait, moi, j'ai besoin de prendre du plaisir dans ce que je fais. C'est un exemple, tu vois.
Donc, même s'il y a c'est pas des échecs, c'est de l'apprentissage, des choses qui se passent pas comme elles auraient voulu entre les séances. Bah, en fait, on les met en action. Le coaching, on les met en action. Et boum, elles vont changer des comportements. Et au fur et à mesure, en changeant les comportements, les personnes, elles vont voir qu'il y a des trucs qui se débloquent. Tu vois, par exemple, dans la communication. Il y a quand même une forme d'introspection. Oui. Mais l'objectif, derrière, c'est une mise en mouvement. Oui, en fait. C'est complètement. Ça C'est objectif-action. Complètement. C'est quel ordre de prix un coaching? En fait, les coachs, ils font pas payer à la séance, par contre. Ils font payer au programme. Et le programme, Oui. ça dépend où la personne, elle veut arriver. Tu vois, dans la séance préliminaire, quand ils définissent un objectif global par rapport à une problématique globale, ensemble, on va discuter du nombre d'heures qu'on estime nécessaire pour avancer. Du coup, des fois, ça va être 5 heures. Tu fais un devis. Voilà. Et là, je fais un devis. Oui. Et après, on est, pour avoir une idée, on est à partir sur les plus petits programmes, on est à partir de 600 euros. Voilà, D'accord. 600 euros pour environ 6-7 heures de coaching. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes vétérinaires qui pourraient se retrouver dans une situation similaire à la tienne, c'est-à-dire avec des obstacles et des difficultés en début de parcours professionnel? Alors, moi, j'ai envie de te répondre, mais pas en tant que coach, parce qu'en tant que coach, je ne suis pas censé donner de solutions. Mais là, je suis pas invité en tant que coach. Ce que je vois, c'est qu'il y a plein de choses, qui se passent dans le monde véto, et c'est hyper intéressant à regarder. Moi, je vois le mentorat qui est en train vraiment d'émerger, et ça peut être une solution. Voilà, être épaulé par un véto senior, pas forcément dans sa structure d'ailleurs. Des fois, c'est en visio. Si c'est dans sa structure, pourquoi pas? C'est même, moi, je trouve encore plus soutenant d'avoir un mentor présent à ses côtés. Sinon, c'est communiquer. Alors, c'est un peu, comment dire, la plupart des personnes vont se dire, ah ouais, oui, communiquer, oui, bon, tout le monde le sait, il faut communiquer. Mais en fait, moi, j'inviterais les jeunes vétos à se dire, c'est quoi communiquer? Comment tu communiques? Qu'est-ce que tu fais pour communiquer? Avec qui? Dans quel contexte? Parce que communiquer, ça veut tout et rien dire, en fait, hein. Mais ce que je conseillerais, moi, c'est non seulement de parler à des gens de confiance, c'est-à-dire que quand ils sentent au fond d'eux, parce que il y a ce truc, tu sais, Marine, que je disais, on est très dans la tête, les vétos. C'est très intellectuel, on se coupe beaucoup, les gens veulent se couper des émotions. Alors que non, les émotions sont une boussole. Elles nous indiquent ce qui se passe, elles nous montrent le chemin. Et déjà, je les inviterais à écouter leurs émotions, en parlant de ça. Mais aussi, donc, s'écouter. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, c'est pas eux le problème. C'est que peut-être que l'environnement dans lequel ils sont, les contraintes qu'ils rencontrent dans leur boulot ne sont pas compatibles avec ce qu'ils recherchent. Et s'ils restent repliés sur eux-mêmes, s'ils ne communiquent pas, il y a, tu sais, toutes les sanctions qu'on avait dites là, dont se sentir seul, se sentir vraiment isolé dans sa situation, alors que communiquer avec des personnes, justement, on leur donne aussi un cadeau, l'opportunité de nous aider, on leur donne l'opportunité de nous apporter des solutions. En même temps, on se sent écouté, donc c'est aussi valorisant de se sentir écouté. Après, je leur dirais, plus de communiquer avec des personnes de confiance, avec lesquelles elles se sentent vraiment à l'aise, tu vois, parce qu'il y a quand même ce truc de montrer de la vulnérabilité. Quand on va pas bien, en fait, on voit ça, souvent les gens voient ça comme une faiblesse, et on n'a pas envie de montrer sa faiblesse, parce que dans la société, il faut pas montrer ses faiblesses. Bien sûr. Voilà. Donc, montrer sa vulnérabilité auprès des gens de confiance. Et moi, je te dirais, écouter des podcasts. Veto Micro, les sujets sont abordés. Mon podcast Indiana Vets, c'est fait pour ça, aussi pour que les gens se sentent moins seuls face à des situations compliquées. Veto Entraide, voilà, sur leur page, je sais qu'il y a des gens qui se confient même de manière anonyme. Voilà, en voyant ça, on voit qu'on n'est pas seul. Mais après, du coup, c'est une première étape, voir qu'on n'est pas seul. Après, c'est comment on fait pour comprendre un peu mieux ce qui se passe et comprendre ce dont on a besoin. Et là-dessus, je pense que l'accompagnement, c'est le meilleur chemin. Pas forcément le coaching, hein. Il y a d'autres types d'accompagnement, on les a énumérés, hein, la thérapie, la psy, etc. Moi, je dirais aussi, j'ajouterais un truc, Marine, c'est que plusieurs types d'accompagnement peuvent être compatibles. C'est-à-dire que complémentaires, voilà, bien sûr. J'accompagne, par exemple, une personne qui est suivie par une psy à côté en ce moment. Et c'est génial. C'est pas exactement la même chose et ça se rejoint, en fait. Exactement. Ça se potentialise. Et ce que j'adore, du coup, je lui pose des questions par rapport à ça, parce que je suis très curieux de voir sa perception. Elle me dit, mais en fait, ça n'a rien à voir. Elle me dit, je sors
pas du tout de la même manière d'une séance de coaching et de psychothérapie. Et elle me dit, franchement, le coaching, pour le coup, c'est passé encore il y a 3 jours. Elle me dit, des fois, je suis choqué quand je sors d'une séance de coaching parce que, de son côté, de son ressenti, c'est le coaching qui l'a fait plus avancer. Parce que finalement, la psy lui a donné des clés, elle comprend mieux certaines choses, mais là, elle est vraiment plus, c'est la personne dont je parle, elle est vraiment dans l'action. Elle a besoin que les choses se débloquent. Et ça, c'est le coaching, clairement, hein. Donc, par contre, c'est vraiment compatible. Elle a débloqué des choses liées au passé. Elle avait besoin de comprendre des choses, mais en même temps, comprendre ces choses, ça n'a pas transformé sa situation parce qu'il n'y a pas de nouveaux comportements qui sont apparus. Et ça, c'est le boulot du coach professionnel pour moi. Donc, moi, je propose à ces personnes d'être accompagnées. Tu vois, mentorat, voilà, psy, coach. Je pense qu'il y aura sûrement de nouveaux accompagnements qui émergeront avec le temps. Mais à l'instant T, c'est surtout en ce moment le mentorat que j'entends et qui m'intéresse beaucoup. Ok. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose ? Ouais, comme ça, un tout petit, enfin, c'est pas un tout petit quelque chose, c'est important pour moi. J'ai envie aussi de parler de l'association VPB, Vétérinaire pour la biodiversité. Je suis actuellement au conseil d'administration, élu depuis l'année dernière. Et pareil, c'est une cause qui me tient à cœur et je profite, voilà, un gros clin d'œil à cette association dont le but est de réunir les vétérinaires pour ne former qu'une seule et même voix pour défendre la biodiversité. C'est pas son seul objectif, mais c'est vrai que les vétérinaires sont très globalement dispersés. Il y a un biais dans la population vétérinaire qui fait que on a même énuméré le nombre, on a fait une liste du nombre de secteurs, de l'AVAC, de ceci, de cela qui sont impliqués dans la biodiversité. Il y en a plus d'une vingtaine. Donc c'est éparpillé au possible. Et à notre sens, c'est ce qui fait que les vétos ne sont pas entendus sur ces questions-là. Oui, d'accord. Du coup, VPB, l'intention, c'est vraiment de tous nous réunir pour porter haute la voix, fédérer, voilà, pour porter haute la voix vétérinaire sur les questions qui, quand même, sont hyper liées à nos compétences, quoi. Enfin, je veux dire. Oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Ok. Donc, c'était le petit clin d'œil. T'as raison. Comment on peut te contacter ? Alors, je suis, on va dire, assez actif sur LinkedIn. Donc, j'ai une page LinkedIn, voilà, assez complète. On s'est contacté comme ça, d'ailleurs. Ouais, effectivement. Ouais, t'as raison. Donc, voilà, il y a toutes les infos dessus me concernant. Après, je suis en train de songer à développer un site internet, mais il n'existe pas encore. Et on a aussi une page Facebook pour Indiana Vets, donc qui est ouverte à tous et à toutes, sur lesquelles on échange. Alors, bon, le podcast, donc on l'a arrêté pour la première saison fin novembre. Donc là, ça fait une grosse coupure. D'accord. Donc là, avec tout le travail là, pour le coup que j'ai eu les derniers mois avec le lancement d'activité, la reprise veto, je suis en train vraiment de reprendre peu à peu du temps pour tout ça. Mais je pense que la saison 2 redémarrera, je pense fin avril facilement. Mais la page retrouvera. C'est vrai que c'est du travail, le podcast. C'est du travail, mais avec plaisir. Alors après, on sortait des épisodes toutes les 2 semaines. Je pense que là, ça va être une fois par mois, mais je pense que ce sera déjà bien. Okay, avec plaisir. Très clair. Merci Anthony. Merci à toi. C'est un retour d'expérience qui est assez riche et que je trouve intéressant et utile parce que tu as su en tirer parti de choses qui n'étaient pas forcément faciles. Et du coup, j'invite aussi nos auditeurs à aller découvrir ton podcast s'ils veulent avoir des retours d'expérience sur tous les sujets dont tu as parlé. Et je suis assez d'accord avec toi que le podcast, c'est un média très intéressant pour essayer de trouver des solutions, en tout cas pour conscientiser et faire un premier bilan. Moi, je l'utilise beaucoup parce qu'il y a énormément de retours d'expérience, pas forcément dans le secteur veto. D'ailleurs, il y a des podcasts sur plein dessus. Complètement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper enrichissant. Donc voilà, je les invite à découvrir ton podcast. Bonne écoute à tous et merci. Merci beaucoup Marine, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.